Hello François, j'espère que tu vas bien. Ça va. C'est l'épisode numéro 45. 45. Et j'aimerais bien faire un petit épisode FAQ à l'épisode 50. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça peut être genre on récolte les questions des gens et on les trie, on prend celles qu'on trouve les plus pertinentes et celles auxquelles on a envie de répondre. Et bon, c'est pour dans 5 épisodes, donc on a encore en soi 2 mois. Donc, on a le time. On a le time. Mais un mois et demi. Mais quand on se dit on a le time, on traîne un peu. Donc on a le time quand même. Oui. Ouais. Vas-y. Il allait dire un truc qui serait nul. Juste, j'ai vu passer un tweet. Alors, il y a deux choses. Est-ce que tu as vu le trailer Sorare? Oui, c'est Ok, génial. Même moi qui aime pas le génial. foot, j'adore. Même moi, pareil, j'aime pas le foot, j'ai vu le truc, je me suis dit, oh, amazing, incroyable. Genre, ils ont réussi à avoir des stars comme ça, Ronaldo et tout, Shevchenko, à faire une petite vidéo pour eux, Ronaldinho, c'est je pense. génial. Non, c'est Ronaldo, c'est pas Ronaldinho, frérot. Qu'est-ce que tu parles? J'en sais rien. Non, c'est Ouais, Ronaldo. passons. Mais elle est vraiment bien cette vidéo, donc je vous conseille à tous de la regarder. D'ailleurs, ils viennent de lever 800 millions, 600 et quelques millions, enfin, je sais plus exactement le montant, 600 millions de dollars et 800, non, 600 millions d'euros et 800 millions de dollars, je crois, un truc comme ça. Vous irez regarder, c'est incroyable. Enfin, juste, je vous rappelle quand même que dans les tout premiers épisodes, je trouvais ça un peu débile et je comprenais pas. Juste, et c'est fou, mais parce qu'en fait, tu prends le tout premier épisode, c'est un truc là qui se entend beaucoup dans le domaine des cryptos, mais c'était pas non plus euh, incroyablement gigantesque et ils n'avaient pas levé autant d'argent et je trouvais ça un peu bébête, quoi. Bon. Et, Euh, et, et entre parenthèses, j'ai envoyé un email. Enfin, on a fait avec Justin Matekovic qui vient de sortir une newsletter spécialisée sur les data Sorare. C'est un des premiers joueurs sur Sorare. C'est un ami à moi. On a déjà fait un Clubhouse à l'époque où il y avait ouais. Clubhouse avec lui, qui avait plutôt bien fonctionné avec des questions pertinentes, etc. Il vient de sortir une newsletter. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Et suite à cette newsletter, et a priori de cette newsletter, j'avais envoyé un email à notre base en leur envoyant un lien vers Sorare. Mhm. Et si les gens s'étaient inscrits à ce moment-là, si les gens qui sont fans de foot, je sais qu'il y en a qui sont fans de foot, j'ai des amis qui sont dans la base, ils sont fans de foot, ils m'ont dit oui, on va le faire, on va le faire. Et ben, en 6 mois, la boîte, elle a quoi, je sais pas combien dit, peut-être quintuplé, ou en tout cas, elle a fait x10 en valo, et ils ont levé plein de fonds, ils ont signé plein de clubs. Donc, il faut être rapide. Quand FarmSpot vous envoie de l'info, n'hésitez pas à sauter Il faut dessus. être rapide. Ouais. Ouais. Moi, pour rester dans le domaine crypto et après vraiment on change, on n'est plus dans la crypto. Enfin, moi en tout cas, mes autres sujets sont pas de la crypto. Et j'ai vu un tweet passer de Julien Bouteloup, très drôle, enfin très drôle, très intéressant. Enfin, la réflexion était intéressante. Je sais pas si tu l'as vu passer. Et en gros, il dit, il est plus rapide de devenir milliardaire en crypto que de compter jusqu'à 1 milliard. Ça prend plus ou moins 31 années pour quelqu'un de compter jusqu'à 1 milliard à un digit par seconde. C'est juste la perspective elle était intéressante. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit aussi. Parce qu'un milliard, bon, c'est beaucoup. C'est pas à la portée de tout le monde. Mais ça ne m'étonnerait pas que ça soit tout aussi plus facile de faire 1 million en crypto que de compter jusqu'à 1 million. One digit Hmm. par one digit. Bah, c'est simple. Ça fait combien? Alors, je vais rentrer dans les maths en live, ça c'est un peu compliqué. Mais Non, un non, mais milliard, en 1 million, ça fait combien Si 1 milliard, ça fait 31 années, 1 million, ça fait. c'est 1000 millions, un milliard. Donc, tu divises par Donc tu 1000, fais 31 30 ans années. divisé par 1000. Ça, je sais pas comment, j'ai pas envie de compter. Oh Non, putain, ce je qu'il suis faut baisé faire, c'est là. lancer tu fais Ouais. un chronomètre. Tu fais un chronomètre et quand le chronomètre arrive à 1 million de secondes, tu regardes si tu es millionnaire ou pas. Ouais, Et, voilà, euh, voilà. Ouais, et, et encore plus voilà. simple. Ouais. Problème est réglé. On évitera de se prendre un vent T'imagines, en plein attends, live. exactement. T'imagines une chaîne YouTube où c'est ça le concept et genre le mec il enclenche un chronomètre et chaque vidéo, genre il fait une vidéo tous les X, il démarre une nouvelle vidéo toutes les X centaines ou milliers de minutes qu'il a atteint et en fait c'est un chronomètre infini qui tourne jusqu'à atteindre 1 million et il faut qu'il ait fait 1 million dans ce temps imparti. C'est stylé comme concept, hein? Ouais. Ça peut être stylé. Soit. Donc voilà, donc c'est juste la perspective est intéressante. Est-ce que toi, tu as une. Je peux commencer avec une boîte si tu veux.
Vas-y. Et un petit truc que j'ai découvert récemment. Alors, si vous le savez, moi, j'aide des entrepreneurs à lancer leur boîte, beaucoup de e-commerçants. Et là, j'ai vraiment une manie, c'est de vouloir tous. Alors, je me dis, est-ce que c'est une bonne manie ou est-ce que ou est-ce que j'exagère? Mais j'ai toujours envie de leur faire créer un compte TikTok et de leur faire monter une audience sur TikTok. Je leur dis toujours regarde, regarde, regarde. Et en fait, ce que je fais, c'est que je leur envoie, vu que moi je bouffe beaucoup de TikTok, je leur envoie une liste de e-commerçants, créateurs, artisans sur TikTok qui atteignent des audiences plus ou moins élevées et qui montrent à travers leur TikTok qu'en fait, ils arrivent à sold out, à faire des vraies ventes. Et en fait, moi, quand je vois ça, je vois la rapidité dans laquelle ils arrivent à faire ça. J'ai toujours envie de leur dire à mes e-commerçants à moi, les gars, essayez TikTok, essayez TikTok, essayez TikTok. Et récemment, j'ai découvert une boîte d'un mec qui ils m'ont suivi d'ailleurs récemment, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils nous écoutent, peut-être que quelqu'un qui nous écoute leur a parlé. C'est Forever Vacation. Donc tu peux aller sur leur site, c'est Forever, F-O-R-E-V-E-R, vacation, V-A-C-A-T-I-O-N.com. Et en fait, c'est une brand qui s'est lancée il y a quelques années quand même, en 2017. Et c'est deux ou trois jeunes, mais ils sont vraiment, genre, ils ont notre âge, quoi, même plus jeunes que nous, je pense. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent des kits de teinture pour t-shirts. Donc, il y a des t-shirts déjà print et tout. C'est fait maison, j'allais dire. C'est fait en France. C'est de la bonne qualité, qualité française, French Qualidad. Et ils vendent donc des kits peinture. Ils ont aussi fait des customs de cartes Pokémon. Ils ont fait plein de choses, mais là, ils sont vraiment focus sur les fringues. Et en fait, une de leurs marques, c'est du coup Forever Vacation. Et ils sont très actifs sur TikTok. Je n'ai pas leurs chiffres de leur vente avant TikTok et leur vente après TikTok, mais sur TikTok, j'adore leur contenu. Ils font vraiment le contenu type TikTok de e-commerçant, de montrer ma vie d'entrepreneur. On a un atelier, on est avec mes potes et on fait ci, on fait ça, machin truc, voilà. Et ça a l'air de cartonner en tout cas sur TikTok, donc je serais super curieux d'avoir leurs chiffres si jamais ils nous écoutent. N'hésite pas à m'envoyer un petit message pour me dire si ma théorie que faire du bon contenu sur TikTok, ça fait exploser l'e-commerce, tient la route ou pas du tout. Et alors, il y a quelque chose d'assez innovant qu'ils ont fait récemment, que j'ai plutôt bien aimé. Ils sont intéressés aux NFT et ils ont envoyé un NFT dans l'espace. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait Ah, c'est ça appel que à tu m'as une envoyé. boîte. Tu l'avais envoyé ce truc, c'est ça? Tu m'as Ouais. envoyé des vidéos, Et, j'ai juste ouvert, j'ai pas encore ok. regardé. Et en gros, ils ont fait envoyer un stickers Forever Vacation dans l'espace. Il y a plein de services qui te mettent ça sur un ballon météorologique là et ça part et c'est ça en live et du coup tu enregistres et tu as la vidéo. Et après, ils ont pris ces vidéos, ils l'ont minté et ils l'ont mis en NFT. Et donc, ils ont brandé ça sur le premier NFT dans l'espace. Super malin, trop bien. Alors, je ne sais pas ce que ça a donné. J'ai même pas été voir s'ils ont fait des ventes de ce NFT ou pas du tout. Mais en tout cas, c'est trop drôle qu'ils essayent, bah, tu vois, d'innover un peu et de se dire, tiens, est-ce qu'on peut pas allier technologie et notre marque et faire des trucs cool, quoi. Donc, vous irez voir forever-vacation.com. Sur TikTok, c'est Forever Vacation. J'aime beaucoup leur contenu et vous allez voir, encore une fois, le type de contenu dont je parle quand je parle de artisans, créateurs, e-commerçants sur TikTok. C'est vraiment le vie ma vie d'entrepreneur. Et en fait, quand tu te rends compte que le vie ma vie d'entrepreneur, c'est du contenu sur TikTok et que TikTok est le médium parfait pour retranscrire ta vie d'entrepreneur, tu te rends compte qu'en fait, toute ta vie est une vie et du contenu. Et c'est ce que je répète souvent aux personnes que j'accompagne. Elles me disent à chaque fois, oui, mais moi, je ne sais pas quoi faire sur TikTok. Et je dis, OK, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Dis-moi, décris-moi ta journée de lundi. Ah ben lundi, j'ai été chez mon fournisseur. Il m'a montré les nouvelles collections, je sais pas quoi. J'en ai sélectionné une. Du coup, je l'ai ramenée chez moi. Il y en a un là qui fait de la sérigraphie. Donc, il me dit, bah, j'ai fait des tests de sérigraphie. Donc, j'ai une machine chez moi dans mon salon. Putain, mais ça, c'est du contenu. Tu vois, mais ils n'ont pas le déclic qu'en fait leur vie d'entrepreneur au quotidien, c'est du contenu. Après, il faut le faire, il faut le filmer sous le bon format, il faut être un peu dynamique sur le montage. TikTok te le permet assez facilement. Il faut être un peu créatif, tu vois, mais tout ça, c'est du contenu. Montrer c'est quoi de la sérigraphie, montrer comment on fait de la sérigraphie, comment on installe une machine de sérigraphie, comment on se foire pas en sérigraphie, comment on peut. Enfin, voilà quoi. Tout est contenu. Donc voilà. Donc, tu iras voir cette marque Forever Vacation. Peut-être que je ferai un petit achat juste pour les soutenir. Ça, c'est gentil. By the way, c'est exactement le même problème pour les artistes.
Moi, j'ai un pote, là, il mixe, il fait des sons. Il a acheté tout le truc qu'il faut pour faire un son parfait. Genre, c'est un vrai putain d'investissement. Et, euh, et en fait, il essaie de se faire connaître. Alors, du coup, il a fait une pochette d'album hyper stylée, etc. Mais ce qui est encore plus difficile pour les artistes, parce que tu vois, là, un entrepreneur qui vend des trucs de sérigraphie ou chez quoi exactement, ou des vêtements, peu importe, il y a une démarche commerciale. C'est-à-dire que tu sais qu'à un moment, tu vas devoir vendre quelque chose et que si tu le fais bien, il y a de l'argent qui va arriver sur ton compte en banque. Un artiste, c'est encore plus difficile parce que le délai qu'il y a entre la bonne action et le retour sur investissement, il est des fois très, 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 très long. Et même des fois, il n'y en a pas tout court si tu mets ton contenu à disposition gratuite, etc. Du coup, c'est encore plus difficile pour eux de comprendre que s'ils veulent faire du contenu, ils peuvent le faire aussi dans la documentation de tous les jours. Alors, typiquement, lui, son cas précis, c'est voilà, j'ai lancé une émission, je vais poster une émission par mois où en gros je fais découvrir des sons que j'ai découverts, etc., moi-même, etc. Et je lui dis, mais en fait, tu fais quoi en fait pour découvrir ces sons? Ben, en fait, tous les jours, pendant 2 3 heures, je me mets devant mon ordi et je commence à chercher après des sons, je l'écoute, je remixe un peu, etc. Mais je dis, mais mec, arrête de te prendre la tête à essayer de faire une émission de top qualité par mois. Fais une petite émission pourrie tous les jours où tu montres, tu fais un Twitch live, tu montres que tu es en train de chercher, tu interagis avec l'audience, tu dis ah ouais Mhm. j'aime bien ça, j'aime pas ça, et il montre comment ce qu'il remixe, etc. sur on the fly, tu vois, on the spot. Et, euh, et tu vois, je trouve que c'est je peux comprendre que ce soit plus difficile pour eux, mais pourtant la démarche est exactement la même. En plus, il y a une autre notion qui est ah non, mais moi je me mets pas dans cette. Enfin, lui, c'est pas son cas, mais j'imagine que pour beaucoup d'artistes, c'est ça. C'est ah non, mais moi, tu vois, je suis pas dans une démarche commerciale, je vais pas commencer à vendre mon âme comme ça pour que les gens découvrent mon art. Et c'est très difficile à dealer avec ça, parce que je peux comprendre le délire, je peux comprendre le délire un peu noble, et en même temps, voilà, si tu veux que ça aille plus vite pour toi que pour les autres, eh ben, à un moment, il faut en payer le prix. Mais super Clairement. intéressant, je connaissais pas tu m'as envoyé. Du coup, quand j'ai vu qu'ils faisaient un NFT dans l'espace, j'ai laissé la tab ouverte, et j'ai pas encore regardé la vidéo. Bah, tu regarderas. Et Ouais. ils sont vraiment bons sur TikTok. Genre, tu vois, c'est souvent un mec, je connais pas son nom, qui apparaît sur les TikTok. Et tu vois que c'est un showman, quoi. Tu vois que, je sais pas il était Ouais, comme ça avant ou il s'entraîne, mais il fait ça bien, quoi. ouais, ça c'est aussi un pied de skills. Du coup, moi, pour le premier sujet, tu m'as envoyé cette semaine une news que j'ai vue passer sur LinkedIn dans tous les sens et un petit peu sur Twitter aussi, c'est que Alan a racheté Jour. Ouais. Alan, c'est la compagnie d'assurance. Jour, c'est une app où tu te fais brancher avec des psychologues. C'est ça? J'ai même pas regardé Jour. En fait, j'ai Non, envie de c'est parler une app d'autre chose, pardon. de journaling. Donc, où tu peux écrire tous les jours Ok. tes ressentis. Et Et en t'as fait, du accès à des coup, psys, il me semble. alors, il y a eu une phase où, pendant le début du Covid, ils ont surfé sur le fait qu'il y avait des problèmes psy Exact. chez les gens. Et du coup, ils ont fait un petit truc product hunt en mode accède à des psys facilement. En gros, te match avec des psys. Mais sinon, le produit, c'est pas ça. Le produit, c'est vraiment du journaling. Et après, derrière, bah, ils font du sentiment analysis par rapport à ce que tu as écrit. Donc, ils te disent, ah ben là, tu étais plutôt dans telle émotion, machin truc. En fait, Ok. du coup, il y a un follow-up sur bah, ta santé mentale, en fait. Ok, d'accord. Donc en gros, Alan a repéré que la santé mentale, ou le business de la santé mentale, c'était un putain de truc pour eux. Et je vais expliquer un petit peu selon moi comment ça s'est passé dans leur tête, et je vais parler après d'un truc qui est beaucoup plus, enfin, que je trouve aussi tout aussi intéressant, et que je connais un peu mieux. Du coup, Alan, c'est 200 000 utilisateurs. Jour, ils l'ont acheté apparemment pour 20 millions de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que Alan, pendant la première vague du Covid, quand on a commencé à être confinés chez nous, ils ont fait un partenariat avec Petit Bambou et Headspace pour proposer en gros à tous leurs utilisateurs un accès à l'abonnement, je pense, avec une énorme réduction, si pas gratuit, pendant quelques mois. Et selon moi, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'ils ont capté qu'il y avait une appétence de leur base d'utilisateurs pour ces services-là, parce qu'ils ont dû forcément suivre la data de, OK, on a poussé cette offre à nos 200 000 utilisateurs. Sur les 200 000 utilisateurs, il y en a autant qui ont pris un abonnement derrière. Et donc, ça veut dire que nous, on a eu, entre guillemets, un manque à gagner, où si on avait fourni ce service-là, on aurait pu gagner autant d'argent. Et donc, le domaine de la santé mentale, ils ont capté à ce moment-là que c'était non seulement un bon moyen peut-être de faire du profit, mais c'est aussi un bon moyen de fidéliser leurs utilisateurs, et c'est aussi un putain de levier marketing. C'est-à-dire que Alan, il se market vraiment comme une boîte digne du 21e siècle d'assurance. Eh ben, en effet, si en plus de tout leur service d'assurance, qui est hyper simple à utiliser, etc., j'ai jamais eu aucun problème, toi non plus, je pense, euh,
si en plus de tout ça, ils arrivent à rajouter une offre par rapport à la santé mentale, c'est du win-win pour eux à tous les niveaux. Et du coup, probablement aussi qu'en rachetant Jour, ils se sont dit, OK, il y a autant d'utilisateurs chez Alan qui vont acheter Jour, et il y a autant d'utilisateurs chez Jour qui vont s'intéresser à Alan. Donc, tu vois, ça fait un espèce de pot commun assez intéressant. J'aimerais bien connaître les économiques de comment ça s'est passé, quels sont les transferts qu'ils ont imaginés dans leur tête. C'est intéressant. Et du coup, en fait, ce dont je voulais parler, on en avait parlé dans le podcast précédent, c'est, OK, quand tu es une boîte, par exemple une boîte de médias, comment tu fais pour te faire repérer? Comment tu fais, pas comment tu fais pour te repérer, mais quel est le business model que tu peux avoir en tête? Donc, on avait parlé de The Hustle, qui est une newsletter sur l'entrepreneuriat, grosso modo, et sur les finances, qui a été rachetée par le CRM HubSpot. On a parlé de Business Insider, qui a racheté Morning Brew. On n'a pas parlé, mais on peut le citer aujourd'hui, c'est CoinMarketCap, qui a été racheté par Binance, 400 millions de dollars. Donc, tout ça, c'est des slash oui, c'est du média. CoinMarketCap, c'est un peu plus que du média, parce qu'il y a quand même de la tech un peu derrière, j'imagine. Moi, je vais te parler d'une autre boîte de médias qui a été rachetée par une plus grosse boîte de médias et qui a lancé un produit derrière. Ça s'appelle De Dodo. Et pour moi, c'est le playbook parfait du business dans le média, du média dans le business. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un média qui a été fondé par Easy L'Erreur. J'espère que je casse pas trop son nom. Donc, elle a remarqué en fait qu'il y avait une viralité naturelle et assez importante dans toutes les vidéos par rapport aux animaux sur Internet. Tu as déjà vu de dodo sur Facebook, là, ça, tu vois Oui, le le petit petit dodo, dodo. là, Le petit ouais, dodo. c'est Ouais, ça. ouais. Et donc, il y a une viralité naturelle dans ces vidéos. Elle s'est dit, OK, il y a peut-être moyen de construire un média là-dessus. Et du coup, c'est ce qu'elle a fait. Et donc, ils ont rassemblé ils ont fait une énorme librairie, un énorme répertoire avec plein de vidéos d'animaux. Ils ont mis en place des canaux pour recevoir des histoires d'animaux de la part de leurs utilisateurs, recevoir des vidéos, les rebrander de dodo et les distribuer après partout. Ils accumulent des milliards de vues. Ils sont numéro 1 sur la catégorie animaux sur Internet. Ils ont 110 millions de vues, 110 millions pardon, de reach, 2 milliards de vues. Et leur target, en fait, la plupart des gens qui regardent leurs vidéos, ils ont entre 30 et 40 ans. Ça, c'est intéressant de savoir. Ça veut dire que c'est des gens qui ont un gros pouvoir d'achat. Et du coup, en fait, c'est quel est leur business model? C'est un advertiser qui est spécialisé en fait sur la sous-catégorie des animaux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si tu es une marque de croquettes, si tu es une assurance, si tu es en fait n'importe quel autre type de business auquel on pourrait penser, peut-être même des business auxquels on ne pense pas, peut passer par de dodo pour se faire propulser en fait sur toute leur distribution. Ils ont été rachetés par Group 9 Media. C'est un groupe qui a plusieurs médias de sous-catégories comme ça qui sont assez forts. Et devine quel est le next step pour eux maintenant. Enfin, j'ai vu l'article passer il y a 1 an. Ils ont lancé leur propre AssureTech. Donc, en gros, en fait, ils n'ont pas lancé leur propre, ils ont racheté une AssureTech qui s'appelle PetPlan, qu'ils ont rebrandé Fetch by Dodo. PetPlan, ça fait déjà 150 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Et en fait, c'est juste une assurance pour les animaux de compagnie. C'est-à-dire que si vous avez un animal de compagnie qui tombe malade, qui se casse la jambe, ou bien tout simplement qu'il y a des soins à faire régulièrement sur cet animal de compagnie, ben, vous pouvez avoir une assurance qui couvre les soins, notamment d'un point de vue médicament, mais aussi d'un point de vue prestation vétérinaire, etc. Et du coup, en fait, ils se sont dit, bon, ben voilà, on est arrivé à cette étape-là où on gagne énormément d'argent en faisant de l'advertising pour des marques, mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de diversifier nos sources de revenus et de créer notre propre produit, / de racheter notre propre produit? Et je trouve ça intéressant de se dire, OK, quand tu montes une boîte de médias, à un moment, tu te fais ta place au soleil. Si tu survis, tu te fais ta place au soleil, tu gagnes plein d'argent avec les subscriptions ou avec l'advertising. À un moment, il reste quand même plus que 2 possibilités. Soit tu remontes la chaîne de valeur et tu crées ton propre produit. Par exemple, The Hustle aurait pu créer un CRM. Je ne sais pas quelle autre boîte, CoinMarketCap aurait pu faire un exchange centralisé. Tu vois, donc ils auraient pu investir énormément, donc prendre un énorme risque pour remonter la chaîne de valeur et proposer un service qui va non seulement diversifier leurs sources de revenus, mais aussi contrôler l'expérience utilisateur. C'est ça le plus important, je pense. Ou bien alors, donc en plus de remonter, ou si vous choisissez de ne pas remonter la chaîne de valeur, ce que vous pouvez faire aussi, c'est décider de racheter ou de vous faire racheter par un autre média plus gros ou par une boîte qui a déjà un produit et qui ensuite va distribuer votre produit son produit à votre audience à vous. On en avait déjà un peu parlé la dernière fois, mais je voulais un petit peu montrer que, ok, d'accord, The Hustle, ça paraît logique. Bah oui,
On parle des entrepreneurs, il y a de l'argent, c'est clair, c'est net. Morning Brew, pareil, c'est de l'investissement personnel, enfin de l'investissement tout court. CoinMarketCap, c'est pareil, c'est des cryptos, c'est logique, tu vois. Mais en fait, il y a même des gens qui font des super vidéos sur les animaux, qui parviennent à se faire racheter par des grands groupes médias. Et j'ai regardé, à l'époque, quand j'ai regardé, ils étaient une vingtaine, maintenant je pense qu'ils sont 40 sur LinkedIn, donc ils ne sont pas énormes. C'est une petite boîte, en fait, c'est un studio qui fait des vidéos sur les animaux marrantes, marrantes ou tristes. Bref, en fait, ils vont chercher l'engagement chez les gens. Et voilà, je trouvais ça tout à fait bête. Ça me fait penser au gag, je sais pas si... Tu sais, t'as un truc à la télé, chaque année, il y a des émissions qui passent Vidéo des gag, gags, et genre les gags, ouais, et genre les gags, c'est genre les vieux gags, là, tu sais, genre c'est toujours filmé à la des gags, caméra là, dans les années ouais, 80. c'est Ouais. ça. Et il y a souvent, genre, les ratés des animaux. Ouais. Je sais pas si tu vois. Ça fait rire les gens pendant des heures. Mais ça fait rire, mais même moi, ça me fait rire, tu vois. Ouais, Je ouais. regarde le truc, je me tape des barres, et donc ça ne m'étonne pas du tout que ce que tu dis, surtout sur les animaux, ça ne m'étonne pas du tout. Et, ok, non, oui, clairement. Alors, les animaux et plein d'autres plein d'autres Les niches, tu vois. mamans, les pères, comme tu le disais dans un Ouais, des épisodes. Il y a plein de choses. Plein tout, de choses, en fait. tout, Tout. tout. Et non, mais clairement, clairement, clairement. Et je me connais. The Dodo, c'est vrai que quand tu as dit après The Dodo, je vis le logo et j'étais regardé un peu. J'ai regardé un peu Fetch. C'est très intéressant ce qu'ils font. Ils ont une page qui rank plutôt bien sur. Tu rentres, qu'est-ce que mon animal peut manger? Et Mm. en fait, parce que c'est un vrai sujet. Alors, les gars ou les meufs, si vous avez des animaux, faites gaffe à ce que vous donnez à vos animaux. C'est un vrai sujet, ça, que les animaux ne peuvent pas manger certaines choses. Et faut vraiment faire gaffe parce que ils peuvent canner, quoi. Et genre, il faut faire gaffe. Et et il y a des vrais des choses qu'il faut pas faire. Et là, et pour le coup, et je sais qu'une des requests très demandées, parce que c'est très drôle, parce que pour le moment, j'aide une entrepreneuse qui veut se lancer sur le sujet des animaux, qui est en Elle train veut de faire créer un quoi? jouet pour animaux. Elle veut créer un jouet hyper résistant. Parce qu'alors, il y a une grosse problématique chez les chiens. C'est que les chiens niquent leurs jouets. Genre, ils les défoncent. Tu vois, moi, par exemple, là, j'ai un chien ici en Belgique. Et le truc, je lui ai acheté un canard en plastique qui fait un peu de bruit à 6 euros. On lui a mis dans la gueule et 3 jours après, il n'y avait plus de canard. Mais il y a un problème, c'est-à-dire que mais ça coûte, tu vois, à chaque fois tu dois aller acheter un jouet, machin truc, c'est chiant. En plus, il peut bouffer des bouts du plastique, c'est pas bon pour lui. Bah, tu comprends quoi, tu as du plastique Mm. partout chez toi, tu dois ramasser et tout. Donc en fait, il y a une vraie demande, selon elle, parce qu'elle a mené une enquête. On lui a fait mener une enquête, il y a une vraie demande pour des jouets solides. Genre des jouets où tu lui donnes, un mois après, le jouet, il est toujours là. Genre, il se pète pas, tu vois. Et du coup, elle a trouvé qu'il y a des marques qui font des jouets solides pour animaux, quoi. Et donc, il y avait ça. Et alors aussi, parce qu'en faisant sa petite enquête, elle a demandé, bah, qu'est-ce qui vous inquiète chez votre chien? Tu vois, il y a plein de questions par rapport à la boue. Et du coup, pour le coup, il y a plein de questions par rapport à la bouffe. Que peut manger mon chien? Et là, Fetch, ce qui est intéressant, quand tu vas sur Google, un des premiers résultats, c'est c'est un mapper, en gros, où tu dis que peut manger mon... Et tu choisis ton animal. Et par exemple, après, tu as une catégorie d'aliments. Et en fait, si tu choisis genre le chocolat, chocolat et chien, ça te dit croix rouge, non, 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 le chien ne peut pas manger de chocolat, il t'explique pourquoi. Et c'est plutôt bien fait, pour de la lead gen, quoi. Plutôt très bien Oui, fait. c'est de la légende pure, pure et simple. Et ouais. D'ailleurs, je sais bien qu'il y a une boîte française, j'en ai déjà parlé dans un épisode, je pense brièvement, j'en reparlerai brièvement, ou j'en reparlerai peut-être plus en détail dans un épisode, parce que euh, le business model des assurances tech, enfin de l'assure-tech, est super intéressant de base si vous aimez tout ce qui est assurance, etc. Euh, mais le modèle de l'assurance pour les animaux de compagnie, c'est aussi un truc qui est assez ouf et qui est en croissance exponentielle. C'est un secteur, en fait, les gens, et notamment pendant le Covid, ont adopté énormément de nouveaux animaux de compagnie. Ces nouveaux animaux de compagnie, en fait, bah, ils se rendent compte maintenant, ou peut-être qu'ils le savaient à la base, mais ça coûte extrêmement cher en soins vétérinaires. Les vétérinaires, ils peuvent, à échéance régulière, réévaluer leur plafond pour le prix de prestation. Et du coup, en fait, ça ne fait qu'augmenter avec le temps. Les gens ont de plus en plus d'animaux de compagnie. Les gens sont de plus en plus en symbiose avec leurs animaux de compagnie. C'est-à-dire que maintenant, ils considèrent presque que c'est comme un enfant. Et du coup, l'argent qu'ils sont prêts à dépenser est beaucoup plus grand. Et du coup, tout comme vous avez une assurance familiale pour vos enfants et vos proches,
eh ben, en fait, il y a des gens qui se lancent en ce moment sur l'assurance pour les animaux de compagnie, et ça fait sens. Mhm. Et donc, c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'ils vont devenir. Je sais même qu'ils ont changé de nom, du coup, je suis incapable, mais à l'époque, il s'appelait Oli. J'ai le deck devant moi, là, et c'est une industrie énorme, hein. Rien qu'en France, dans les 10 prochaines années, c'est quasiment 5 milliards de chiffre d'affaires. Oui, 5 milliards de valeur du marché, quoi. Donc, et contrairement à beaucoup de pays, comme par exemple la Suède ou le UK, il n'y a que 6% de pénétration du marché en France. Et si tu regardes un petit peu les assurances qui proposent, enfin, oui, les fournisseurs d'assurance pour les animaux de compagnie, c'est assez médiocre leur expérience utilisateur en ligne, etc. Mhm. Donc, en gros, il y a vraiment de la place pour créer un Alan ou, je ne sais plus comment c'est, l'autre qui est pas mal aussi Luco, Luco, pour voilà, l'habitation. Ouais. exact, Luco, pour créer ça, mais pour les animaux de compagnie. Et donc, voilà, très intéressant, très, très, très Cool, intéressant. cool, cool. Bah, peut-être qu'on aura un entrepreneur dans les animaux dans nos followers. Ok. Moi, une toute petite boîte là que ma copine m'a fait découvrir. Mais vraiment toute Je vais petite, être enfin toute attentif. petite. J'ai pas de CA, j'ai rien du tout. Mais par contre, l'exécution est parfaite en termes de marketing. Et tu vas voir. La boîte, c'est Sororité Vintage. Donc tu peux taper ça sur Google si tu veux. Si je veux, ça veut dire S-O-R-O, que je vais. si tu veux. Sororité. S-O-R-O-R-I-T-E vintage.com. Va sur leur Instagram surtout, parce que c'est là que ça se joue. Bon, Sororité Vintage, c'est quoi? Sororité Vintage, c'est un e-commerce qui fait un drop hebdomadaire, donc chaque semaine, tous les vendredis de midi à minuit, de 50 pièces, plus ou moins, uniques. Donc, il n'y a pas de. C'est à chaque fois des modèles uniques, de lingerie vintage qu'ils ont récupéré et retapé. On parle bien de Euh, lingerie là, parce que lingerie, c'est de la sur lingerie. l'Insta, il y a un peu de tout. Il y a du bijou et de la lingerie. Mais alors, Ok. attention, si, le corset, c'est de la lingerie. Genre, Ah, si ok, c'est d'accord. ça, ok. Je suis pas expert non plus, mais le corset. Quelle est la dernière Et, lingerie que tu as achetée, July? En vrai, ça, c'est un vrai sujet, hein. Est-ce que les hommes non, doivent acheter de la lingerie ou pas? Ou est-ce qu'il y a même un marché de la lingerie pour hommes? bah, il y en a un. Moi, je connais une fille qui fait ça. C'est la compagne Bon. de Shubham, mais qui a une boîte qui s'appelle Cum, C-U-M, qui fait de la lingerie pour hommes. C'est pas une blague. Et il fait des strings, des Ah trucs oui, mais brésiliens. c'est pas pour les hommes hétéros. Ah, bah alors, bon J'en sais sujet. rien. Non, 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 mais attends. C'est Là, vrai je vais me faire sujet. taper dessus. Non, non, non. Attends, il y avait un vrai sujet. Alors, je n'ai pas parlé depuis avec, et j'ai pas mais je sais qu'elle faisait de la recherche de son persona, de qui est le client. Et en fait, je pense, alors je prends vraiment des pincettes et je suis pas super sûr de ce que je vais dire, mais je pense qu'elle s'est réorientée et qu'effectivement, elle brinde un peu plus ça sur un persona masculin efféminé ou qui tend vers l'homosexualité. Je pense. Mais la question. Mais pourquoi elle rigole comme un. Parce que je T'es sens vraiment un zob. on tire les rames. Allez, go. Mais non, mais voilà. Donc voilà. Non, mais alors, par contre, donc oui, il y a un marché de la lingerie masculine. Par contre, sur le sujet de sororité, ce qui est super intéressant, Oui, c'est que leur ça modèle, m'intéresse. déjà ils récupèrent de la lingerie vintage, qui retapent. Ça coûte super cher. Ça coûte entre 80 € et 200 € la lingerie. Des fois, ça peut monter encore plus haut en fonction des pièces et de la qualité des pièces et de la rareté des pièces. Leur modèle de dropper en fait que 50 pièces de minuit, de midi à minuit tous les vendredis, c'est génial. Je trouve ça génial. Et pendant le reste de la semaine, qu'est-ce que tu fais? En fait, tu les suis sur Instagram. Donc, ils font tout pour te rediriger vers Instagram. Et pendant toute la semaine, ils te hype. Ils te montrent les arrivages. Ils te demandent de voter laquelle tu veux absolument acheter le vendredi. Vraiment, ils font une putain C'est quoi le prix moyen, tu m'as dit? 80, entre 90 €? 80 et 200 euros. 80, c'est vraiment le Alors, moins cher, moins cher, moins cher. on va mettre Et 110. Donc 5 500 € par semaine, c'est 22 000 € par mois de CA, bah, je pense qu'il faut beaucoup plus grosso parce qu'il y a modo. des pièces des fois qui sont à 500 euros, tu vois. Ok, Et d'accord. donc je pense que la moyenne est plus élevée.
Je pense que la moyenne est plus élevée. Et, euh, et en gros, sur Insta, ils ont 700 000 abonnés. Et en fait, elles ont une croissance de pour sur Instagram. Elles se sont lancées récemment sur TikTok. Mais vraiment, leur truc, c'est la lingerie vintage et c'est très beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Et tu vois, typiquement, ma copine, toute la semaine, a attendu une pièce qui avait été annoncée le lundi. Elle a attendu toute la semaine, une pièce à l'unité. Et en fait, le jour J, elle est arrivée, sold out instantanément. Parce qu'en fait, c'est un truc, ils disent midi, minuit, mais en fait, ça tient jamais plus de 10 minutes. Ça sold out instant. Et, euh, et, euh, et du coup, je me demande, tiens, comment ils font bah, tu vois, pour faire augmenter leur CA parce que tu fais quoi quand il se passe ça, tu vois, peut-être que tu lances ta propre marque vintage, je sais pas, tu vois, style vintage, je veux dire. Je sais pas du tout, tu vois. J'ai pas, je sais pas quel est l'autre autre stream de revenus. Mais pour dire qu'il y a 700 000 femmes qui attendent qu'il y ait des drops et qui bavent devant ces objets-là, qui sont vraiment très beaux, je trouve. Et en fait, c'est vraiment l'exemple petite pièce, une heure précise, enfin une plage d'horaire précise sur la semaine. Et tout ce qu'on va faire, c'est on va te hype, on va te saucer de ouf. Mais genre, quand je dis saucer de ouf, c'est ils saucent quoi. Genre, les stories, c'est rempli de trucs en mode tu vas rater la chance de ta vie vendredi quoi. Et, euh, et si vous voulez un exemple, encore une fois, de tiens, comment on peut bien faire du marketing sur de la lingerie vintage, bon, bah, vous avez Sororit Vintage comme exemple. Donc, je voulais juste te faire découvrir Sororit. Peut-être, je ne sais pas si c'est sororité ou sororite, je ne sais pas comment on dit. Tu peux t'abonner Sororité. certainement. Il y a C'est beaucoup l'équivalent de de. fraternité pour les filles. Ok. Il y a beaucoup de. Je ne savais pas. Merci pour mon message. Je ne savais pas. Tu Et je savais pas non peux. plus qu'il y avait la lingerie pour les hommes. Tu m'as aussi appris quelque chose. C'est bien. Voilà. Et tu pourras aller regarder Sororité sur Instagram, t'abonner et regarder un peu leur story, tu vois. Et elles font ça super bien. Genre, c'est magnifique ce qu'elles font. Tiens voir. C'est intéressant. Je me demande dans ces cas-là, si le jour où tu arrives à scale ton entreprise, est-ce que tu dois dire ou pas que tu as plus de supply? Ou est-ce que tu laisses la limite à C'est-à-dire, 50 pièces? Est-ce que tu te dis, ouais, maintenant on a 1000 pièces, on peut vous les vendre, mais en fait, si on vous dit qu'on a 1000 pièces, peut-être que vous allez moins vous presser, du coup, il y aura moins d'engagement et du coup, moins de ventes à la fin. hmm. Est-ce que tu dois continuer à Ah, te attends, attends, brander attends. en mode rareté? Ben, je viens de découvrir qu'en fait, il y a quand même quelques pièces. Alors, il y a si tu vas sur leur e-commerce, tu as le vintage et les jewelry. C'est pas accessible. D'ailleurs, c'est loqué par un password et ça te dit quand est-ce que ça ouvre. Euh, je dis, ouais, si je dis pas, ouais, c'est ça. Toutes les pièces sont loquées. Par contre, tu as quand même un petit onglet Shop Bags et Shop Studio Sale où tu peux acheter des trucs. Ah non, Shop Studio Sale, c'est loqué aussi. Par contre, tu as Shop Bags où tu peux acheter des sacs. Bon, ma foi, ils vendent des sacs en coton, là, je sais pas quoi, là. Donc, je sais pas, c'est pas avec ça qu'ils vont faire la majorité de leur thune, quoi. Mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si tu dois le dire. Je sais pas. Je pense que oui. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais que tu as 700 000 meufs qui bavent sur tes produits, euh, tout ce que. Je veux dire, en fait, qu'est-ce qu'elles aiment? Est-ce qu'elles aiment le fait que ça soit du vintage, vraiment vintage, et voilà? Ou est-ce qu'elles aiment la curation que tu fais sur les produits? Si elles aiment le style de curation que tu fais sur les produits, bah, en fait, tu n'as aucune raison de ne pas lancer ta propre marque de produits vintage. Parce que si elles aiment en fait ton univers, ton monde et ton style, bon bah good, produis autant de produits qu'il faut et fais $1 billion avec un direct to consumer sur de la lingerie quoi. Mais je sais pas pourquoi, ça se met d'autres raisons, hein, je sais pas. Dis-moi. J'allais dire, mais c'est vraiment pas intéressant pour les auditeurs, mais c'est vraiment le genre de truc que je n'aime pas en tant qu'homme. J'arrive pas à me. J'arrive, Ah ouais? ça C'est me vrai? parle absolument pas. Non, je te jure, Ah, moi bien. ça m'a jamais parlé. Alors, quand c'est simple et élégant, oui, mais dès qu'il y a du froufrou, des petits boutons Lui, avec il des aime juste les fleurs, strings où ça. on voit tout et il y a boîte de... Non, 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 pas du tout. C'est pas ça que je veux dire, mais C'est pas ça qu'il veut j'aime dire, pas. mais c'est peut-être ça qu'il pense. Non, c'est pas ça que je pense non plus, vraiment. Non, mais par, Ok. par contre, ouais, je sais pas, genre les foufrous et ça, à chaque fois,
Ça me Bah, ça dépend. déconcentre. Alors, attention, ça dépend. On va pas, bon, on est en live là, on va pas se faire tout le site et voir ce que t'aimes pas ouais, sur Instagram. Mais moi, il y a quand même des trucs que j'aime bien, tu vois. Genre, allez, juste, je vais juste rapidement. Désolé, on est en live, peut-être qu'on cuttera cette partie, je sais pas. Mais par exemple, oui, ok. Si tu vas sur l'Instagram, allez, il y a plein de trucs qui sont pas stylés et que j'aime pas, tu vois. Mais par exemple, tu vois, allez, je sais pas, si tu prends le troisième à partir, tu prends 3, 4, 5, la sixième ligne de leur Instagram sur ordinateur. Tu regardes sur ordinateur, tu Un, vois la sixième ligne, deux, il y a trois, quatre, cinq, six. Ouais. tu sais, il y a des Le bots, truc à il y a droite? un truc et le Ouais. truc à droite. C'est stylé, ça, j'aime bien. T'aimes pas? Oui, ça, si, ça. C'est bien. Faut voir porter. Ouais, faut voir porter. Moi, j'aime bien, tu vois. Et la Je robe pense que je pense qu'on juste devrait en se dessous à gauche, rebrander j'aime en bien. tant que styliste, Ouais, styliste exactement. pour l'autre sexe. Il y a Comme des ça, belles robes, hein. Tu vois, la on robe fait tout. noire, quatre lignes en dessous, il y a une robe noire, Ouais. elle est stylée, tu vois. Moi, j'aime bien. Je sais pas, moi, je kiffe. Oui, oui, mais ça, c'est pas du. Enfin, oui. Enfin, on se comprend. Ok, Mais pas, cool. ok, ouais, ouais. La seule fille que Bon, je connais qui suit cette page, je ne la recommande pas. Enfin, bon, bref, on coupera ça par contre. Allez, go, on ah enchaîne. merde, c'est qui? Bah attends, il y a ma meuf qui suit. Non, non, c'est pas ta meuf. Ok, 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 ok. C'est C'est une quelqu'un autre. d'autre. Ok, ok, ok. Euh, du coup, Bon, vas-y, switch. Tu peux aller sur un autre sujet si tu veux, si t'en as un. voilà. Oui, j'en ai un, c'est Pâques. Alors, dans l'épisode numéro 20, le 27 mars 2021, il y a 5-6 mois, Jedi et moi, on a annoncé 2 trucs énormes sans le savoir. D'abord, Jedi, il a parlé de BitCloud, qui vient de lever 200 millions de dollars il y a quelques jours avec A16Z, Social Capital, Sequoia et Ouais. plein d'autres fondeurs. L'identité du fondateur a été révélée, etc. Bref, Jedi avait annoncé dans cet épisode, voilà un truc intéressant à suivre. J'ai acheté quelques trucs. Je pense que tu avais expliqué que tu avais acheté un username, etc. Enfin, Ah tu ouais, pourras peut-être d'ailleurs faire dans un prochain podcast ou maintenant, si tu en sens capable, faire un espèce de petit compte-rendu de où tu en es sur BitCloud. bah, tu vas Euh, rire, mais j'ai perdu la passphrase. c'est pas vrai. Si. Oui, j'ai perdu la passphrase. J'avais acheté, alors il y a des gens qui avaient acheté mon token, j'avais acheté les tokens d'autres personnes, et en fait, j'ai réinitialisé le BitCloud, et donc un jour, j'ai voulu me reconnecter, et en fait, il fallait que je mette une passphrase. Là. Mais je C'est crois pas que très ça. mais je crois pas que c'est une seed phrase, c'était autre chose. Enfin, en tout cas, il fallait que je remette un truc, et j'étais là en mode, oh shit, je l'ai pas enregistré. Et j'ai plus accès à mes comptes. Donc je sais c'est quoi mon username. C'est nntalebot. C'est Nassim Nicolas D'accord. Nassim Bot, mais j'ai pas le. Voilà. Bon, next. Next. 10 millions. Non, mais en vrai, donc du coup, en gros, ce projet qui était à l'époque douteux et dont les gens étaient assez suspicieux, Jay avait testé et aujourd'hui, ils viennent d'annoncer une grosse levée de fonds. Donc en gros, ils vont se lancer à fond sous cette tendance du social média décentralisé. Et moi, dans cet épisode-là, je parle de Archilect, qui est le fameux bot qui en gros, qui fouille les archives d'Internet et puis ensuite qui poste sur Twitter, sur Instagram, Ouais. etc., toutes les images un peu esthétiques qu'il trouve. Elon Musk himself follow Archilect. Donc c'est vraiment un truc qui est hyper connu, ils ont des millions d'abonnés, etc. Pac est le créateur, donc Pac Murat est le créateur de Archilect, et c'est vraiment, selon moi, un des seigneurs d'Internet. Je pense que ce type, quand je l'ai trouvé il y a quelques années et qu'il faisait juste Archilect, je trouvais ça déjà assez ouf. Mais là, il est vraiment en train d'atteindre des niveaux qui sont extraordinaires. Alors, je vais vite parler et vous allez comprendre où je veux en venir. Donc, il cumule des dizaines de millions de followers sur toutes ces plateformes et il s'est lancé dans les NFT. Obviously, tout le monde s'y attendait. Enfin, tout le monde s'y attendait pas, mais c'est un move qui est tellement obvious quand tu réfléchis un peu que, en fait, ça fait sens. Alors, il en a créé des dizaines. Je pense qu'il en a créé un peu moins de 100. La plupart de ces NFT se vendent entre 5 000 dollars et des dizaines de millions de dollars. Donc ça, c'est ouf. Il y a vraiment un écart, une fourchette assez grande d'ailleurs, c'est bizarre. Et c'est son univers, c'est vraiment un univers esthétique très particulier. Il y a un peu de cubisme. On voit qu'il s'inspire beaucoup de tout ce qui est euh, formules mathématiques, la beauté des énigmes, de certaines énigmes géométriques, de Cyberpunk, de Westworld, donc la série que j'espère que vous avez regardé, parce que c'est vraiment génial. Donc c'est très épuré, on sent toute une vague artistique. Et tu vois, en fait,
Hier, j'ai tweeté ça et ça, le tweet n'a pas fonctionné, mais je m'en fiche. Du coup, je vais en parler dans le podcast maintenant. C'est OK, la vague numéro un annonciatrice de toutes ces mouvances NFT, c'est quand même quelque chose qui s'apparente vachement à. Enfin, tu t'imagines dans un énorme marché en Chine avec plein de chinoiseries partout. Tu peux acheter plein de choses multicolores, euh, des gadgets qui font des bonds dans tous les sens, qui parlent, etc. Enfin, tu vois, ça paraît un petit peu multicolore et donc un petit peu quelque part gadget. Et donc toutes ces chinoiseries-là, c'est pour moi l'équivalent de ce qui est en train de se passer dans les NFT aujourd'hui, où tu as beaucoup de collections de NFT qui se lancent, qui n'ont pas de roadmap, on en a déjà parlé, qui n'ont pas une recherche esthétique très poussée. Mhm. Et ça se vend, c'est pas ça le sujet. Est-ce que ça peut devenir ouf? C'est pas ça le sujet non plus. Juste d'un point de vue purement esthétique, visuel et artistique, je pense que n'importe qui a un peu de goût pourrait dire, OK, d'accord, on est vraiment dans une folie extraordinaire. Tout se vend comme des petits pains, quasiment tout en tout cas. Donc on a des dragons, des chats, des chiens, des souris, des pingouins, des phoques, des ours. Tu vois, ça part vraiment dans tous les sens. Et Pâques, justement, j'ai l'impression qu'il est en train de surfer la prochaine vague des NFT bien avant tout le monde, tout comme il a été un des premiers à créer des NFT, à les vendre. Il a fait un partenariat avec Sotheby's qui a récolté des dizaines de millions de dollars pour la vente de ces NFT. Enfin, tu vois, donc il est Mhm. assez connu. Son dernier projet s'appelle Lost Poet. Alors, disclaimer, moi j'en ai, donc je ne vous vends pas du tout mon bac. C'est vraiment d'un point de vue intellectuel dont j'ai envie de parler de Mhm. ce projet-là. Je ne pense pas que si vous investissez, je ne sais pas si vous investissez vous aujourd'hui, vous pourrez en tirer quelque chose, etc. Ce n'est pas le sujet. Est-ce que toi, tu as Euh, fait du en- profit avec le Spoet? Ouais, mais j'ai pas vendu, mais j'ai gardé. Pour l'instant, je suis Ok, en profit. J'ai acheté ça à 0,32 ETH et au moment où on se parle, c'est 2 ETH, ok, pas le mal, NFT. pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, il a créé un. Donc, ce projet Lost Poet, c'est 65 536 pages qui sont toutes des NFT. Pourquoi 65 536? C'est inspiré de Snow Crash et de la culture hacker. En gros, 65 536, c'est 2 exposants 16, et 2, c'est un chiffre important dans la culture Internet slash du hacking, parce qu'un ordinateur ne reconnaît que 2 chiffres qui sont 0 heure. 0 et 1, exactement, le langage binaire. Et du coup, il n'arrête pas de faire des clins d'œil dans tous les sens. Son projet s'est sold out en moins d'une demi-journée. Et il a récolté, donc du coup, 0,32 ETH fois 65 536, c'est-à-dire quasiment 60 millions de dollars, un peu plus de 60 millions de dollars. Il y a 10 000 collecteurs uniques, etc. Et son projet est volontairement cryptique, c'est-à-dire qu'il a donné une time frame, c'est 365 jours. Durant ces 365 jours, il y a 4 ou 5 étapes. L'étape du reveal, parce qu'aujourd'hui, on a juste acheté page blanche, grosso modo. Mhm. Il y a l'étape du reveal, et puis ensuite, tu as toute une stratégie dans le jeu qui va se développer, qui va se dévoiler, en fait. Et c'est assez extraordinaire, en fait, la recherche, je pense, enfin, le nombre d'heures de recherche qui est mise dans l'expérience qui est donnée aux collecteurs. Donc en gros, on arrive, on collectionne des pages, et puis ensuite, pendant 365 jours, il y a différentes étapes du jeu qui vont se réaliser. On ne sait pas encore exactement à quoi ces étapes constituent. D'ailleurs, il y a une étape qui est de façon absolument cryptique appelée le twist. Et entre parenthèses, c'est Pac qui fait cette collection. On ne sait jamais ce que peut faire Pac. Donc c'est vraiment juste ça, hein. Donc le type, il a un trust tellement grand qu'il peut se permettre de dire ça sur un site internet et dire on verra bien ce qu'on fera à ce moment-là, vous verrez bien. Donc, soit il a vraiment prévu le truc, soit on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, hier, Sotheby's a tweeté par rapport à Lost Poet en disant hashtag soon. Donc, à mon avis, c'est sûr et certain qu'il y a un lien entre les deux, Ok. par rapport à ce projet-là en tout cas. Et donc, on se demande tous, mais OK, qu'est-ce qui va se passer dans un an? Est-ce qu'il va y avoir une vente publique chez Sotheby's de la plupart des NFT? Est-ce qu'il va y avoir une expo? Est-ce qu'il va y avoir un redeem? Enfin, donc en gros, est-ce qu'on va recevoir l'œuvre physique en vrai? On ne sait pas du tout, tu vois. Et du coup, en fait, là où je voulais en venir, c'est de dire, OK, la vague 1 des NFT, c'est un petit peu le Capharnaüm, c'est génial, mais c'est le Capharnaüm. Quelle est l'expérience que la vague 2 des NFT va nous amener? Et du coup, là, le monde est génial, et le monde est énorme. Il va y avoir pour moi vraiment
comment ça s'appelle ça encore, des Easter eggs, donc des chasses aux œufs comme le jour de Pâques, sur Internet, dans tous les sens, où en gros, il y a des gens, des super mindsets, enfin des super minds qui vont imaginer plein d'étapes dans des jeux qui sont encore inimaginables aujourd'hui pour la plupart des collectionneurs. Et ça fera partie vraiment de l'expérience en tant que telle du collectionneur. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, tu vas dans un musée ou dans une galerie d'art, si tu vas dans un musée, tu payes ton entrée au musée. Et je ne sais pas si tu as déjà fait attention, mais en gros, l'expérience artistique, elle commence à partir du moment où tu as acheté ton billet. C'est-à-dire que tu te balades dans les couloirs, tu as des flèches, tu as un parcours particulier, tu as des sons, des fois tu as des odeurs qui font partie de toute l'exposition. Et, euh, et en fait, ça, c'est déjà la première expérience que tu as de l'œuvre d'art pour laquelle tu as payé un ticket pour pouvoir aller la voir en vrai. Tout comme si tu vas au Louvre voir Mona Lisa, et ben en fait, ton expérience, elle commence à partir du moment où tu rentres et que où tu rentres dans la cour du Louvre et où tu vois les pyramides, tu vois. Mhm, mhm. Et ben, il va y avoir l'équivalent sur, entre guillemets, la métaverse / Internet Art Collection. Et je me réjouis de voir à quoi ça va ressembler. Ce type-là, Pack, selon moi, il a un temps d'avance sur tout le monde. Et on va voir plein de gens qui vont en inspirer dans les prochains mois et dans les prochaines semaines. Et voilà, c'est juste ça dont je voulais parler. Je ne sais pas si Cool. toi, tu as vu d'autres trucs. Par exemple, entre parenthèses, j'ai pas investi, mais j'ai failli investir sur une crypto, j'ai oublié le nom. C'est une team de Français qui cache, et en fait, c'est un scavenger game. Et en gros, ils font des partenariats avec des boîtes genre Ubisoft, etc. Et ils cachent des clés particulières dans un jeu, mais un jeu mainstream des fois, tu vois, genre, je sais pas Mhm. moi, World of Warcraft. Et quand tu ouvres un coffre, tu as les clés qui sortent, et à ce moment-là, toi, si tu es le premier à l'avoir trouvé, tu peux, avec ces clés-là, recevoir de l'argent sur cette plateforme-là. C'est assez. Enfin, c'est pour dire en gros que ce scavenger game, en gros, il est déjà aussi présent dans les jeux. Il y a déjà des protocoles crypto qui essayent de faire des liens entre les deux. Et c'est intéressant de voir un petit peu ce que ça va donner, toutes ces histoires-là. Je sais pas si toi, tu as un truc qui te vient en tête quand je parle de ça. Bah, de façon beaucoup moins poussée, tu vois, par exemple, les Pudgy Penguins, on a reçu un œuf qui sera ouvert le jour de Noël, tu vois, genre de trucs. Ah, Mais c'est beaucoup moins poussé. Moi, Lost Poets, j'ai pas acheté parce qu'en fait, je comprenais pas. J'ai pas creusé, et je savais pas ce que c'était le Poets, je comprenais pas du tout. Maintenant, comme mais tu me l'as attends, vendu, peut-être que je vais aller l'acheter. Je sais pas. Je vais creuser un peu plus et je vais peut-être aller voir. Mais je savais pas que c'était Archilect. Je savais pas tout ça, quoi. Mais vas-y, t'allais me dire un truc. Attends, quoi. comment t'expliques que, si on est honnête, 2 secondes, Ouais. je dirais que 50%, enfin, entre 20 et 50% des projets que tu achètes, Mhm. ou que j'achète, que les gens qui investissent achètent en tout cas, on va pas se mentir, on creuse pas non plus des heures. Et la plupart du temps, il n'y a même pas de roadmap d'ailleurs, là. Tu vois? Non, oui, non, il y a des trucs qui sont, enfin, moi, à titre personnel, Et il y a des pourquoi trucs qui est-ce que... sont purement spéculatifs, et puis il y a des choses que j'achète parce que je me dis, non, mais en fait, il a fait une due diligence, et en fait, le truc pour moi, à long terme, ça va faire que grossir, tu vois. Mais oui, il y a des choses qui sont que spéculatives. En fait, je m'en fous, tu vois. Ok, d'accord, donc... Mais pourquoi tu t'es pas dit, ok, je vais faire de la spéculation sur Lost Poet, par exemple? parce que je Pourquoi est-ce que tu ne, l'as j'ai directement juste pas bloqué? pris. J'ai pas directement bloqué, en fait, j'ai zappé, genre, j'ai pas Hmm. dit, oui, lui, je parle plus. Enfin, lui, je regarde plus du tout. Non, non, j'ai juste pas. Tu sais, j'ai acheté quand même un fond noir avec des mots dessus, hein. Donc, ma foi, Hmm. loot, quoi. Tu vois. Bon. Euh, mais j'aurais pu zapper loot, tu vois, j'aurais pu le zapper. Donc non, non, c'était pas. C'est juste vraiment, c'est un truc que j'ai zappé parmi plein d'autres trucs que j'ai zappé, que j'aurais peut-être dû, enfin, j'aurais certainement dû creuser mieux, et juste, j'ai pas pris le temps de le faire, quoi, simplement. Ouais. Moi, je pense que la plupart des gens qui ont l'habitude de collectionner justement des pingouins, des ours, etc., quand ils tombent sur ce genre de projet, surtout quand ils connaissent pas Pâques, quand ils connaissent pas Archilect, quand ils connaissent pas l'historique de ce gars-là, euh, en fait, ils se disent, mais c'est quoi ce truc? C'est beaucoup, beaucoup trop complexe. Ça a l'air d'être un truc d'intello. En plus, on parle de poète. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils vont nous Mm, mettre mm, des mm. poèmes? Enfin, tu vois, Ouais. ça paraît un petit peu, en fait, un petit peu trop artistique. Et du coup, tu te dis pas, OK, il y a un jeune de 15 ans qui va venir me racheter mon chat qui est en train de boire du lait 2 fois plus cher que celui que j'ai acheté. Genre, j'ai un pote là.
je parle avec lui sur WhatsApp, il me déprime parce qu'il y arrive l'air de rien, tu vois, mais son délire, genre pour te dire, il est quasiment enfin, il a une grosse partie de son portfolio en Doge, mais ça, je ne jugerai pas. Il fait des longues dans tous les sens. Et son délire, c'est d'acheter des NFT qui, il se dit, ok, d'accord, est-ce que c'est le genre de NFT qu'un type de 18 ans ou de 20 ans achèterait aux États-Unis? Et si ce critère-là est coché, il y a une chance sur deux qu'il achète, tu vois. Donc c'est vraiment ça, cette technique, et ça, ma foi, ça fonctionne peut-être, tu vois. Donc genre, je ne juge pas, mais du coup, je peux comprendre que quand ce genre de profil-là, en mode spéculatif, tombe sur un truc comme l'Osprey, bah, tu te dis, ouais, ça a trop de nœuds dans le cerveau déjà, tu vois. Stop, c'est Ouais. pas Mais là, straightforward. alors là, je viens de regarder. Alors, je sais pas si le floor a droppé depuis, mais je pense pas. Là, le floor, il a à 1 Ethereum. Ah Et, bon? et ma foi, un Ethereum, je pense que. Oh non, pas de conseil financier, je ne dirais pas ce que je ferais. Voilà. Parce qu'il faut pas faire gaffe avec ça. Tu Mais regardes où ouais. le floor, là? Alors, moi, c'est sur sa collection, le Spot. Alors, c'est peut-être pas celle-là, du coup, je sais pas, mais Sur OpenSea? ouais. Ok, bah, du coup, le floor a drop. Mais on s'en fout, on est là On s'en pour la fout, tech. on en a rien à foutre. Ouais, t'as déjà fait x3, donc ma foi, on s'en fout. Euh, mais, euh, mais, mais, euh, mais peut-être que je vais m'acheter une petite page, je sais pas, je vais voir. Moi, je te Euh, conseille d'en acheter deux. Pourquoi? Parce que apparemment, dans les 24 prochaines heures, là, on va pouvoir choisir si on transforme une page en un poète. Et du coup, la un plupart des poème ou gens un poète? en poète. Donc, Ok, je pense que tu vas recevoir une œuvre d'art d'un poète. Va voir sur mon Twitter, j'en ai retweeté plein des previews ouais. de à quoi ça va ressembler. Et du coup, ce que je pense, c'est que Donc on sait il que faut s'il va au se moins en passer, avoir parce que deux. tu viens de dire dans 24 heures, je sais pas quoi. Oui, c'est une des étapes du jeu, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu peux choisir si tu gardes toutes tes pages ou Ok, si tu en transformes quelques-unes en poète. ok. Et du coup, c'est bien de Acheter au faire moins deux, quoi. 50-50. Ouais, Là, je comprends. Ouais. Ok. Bon, je sais quoi voilà, faire ce on soir. verra. Je sais quoi faire ce soir. Faut que je trouve deux Ethereum, ça va pas être trop facile, mais ok. Ok, cool. Trop cool. Bah écoute, moi, j'ai pas d'autres choses à te dire. Je sais pas, t'as d'autres sujets? Non, Et on se laisse là? on se laisse là. Ah oui, on a C'est oublié de cool. dire, truc très important, Ah oui. il faut follow. Il faut follow sur les réseaux, il faut Euh, s'abonner sur YouTube, il faut mettre la petite cloche sur Spotify, il faut laisser 5 étoiles sur l'Apple Podcast et mettre un petit commentaire en bas dans les commentaires YouTube. Et Et si Jedi m'a regardé avec des yeux de chien battu, hein, ne le dis pas ce qu'on est censé pas dire maintenant, c'est parce qu'il y a un autre truc qui arrive, mais on peut pas en parler. On peut pas en parler. Ça, c'est du Exactement, teasing, ça. exactement. Bon, allez, je te laisse. Bonne journée. Allez, Ciao, ciao. toi aussi.